Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Anne Lévesque et j'ai le privilège d'être titulaire de la chaire Gordon Henderson en droit de la personne au Centre de recherche et d'enseignement de droit de la personne à l'Université d'Ottawa, où je suis aussi professeure au programme de Common Law français. C'est vraiment un privilège pour moi d'accueillir nos invités distingués aujourd'hui c'est des experts là, renommés là, sur l'enjeu de la question de l'égalité des Premières Nations et qui ont des litiges là, actifs présentement devant le tribunal de droits de la personne. On a aussi une étudiante, Lauren Ossan, à qui je vais céder la parole prochainement, mais qui est une étudiante de troisième année au programme de Common Law français, qui va modérer le panel. Mais avant de commencer, je tenais à faire la reconnaissance territoriale de l'Université d'Ottawa pour rendre hommage au peuple algonquin, le gardien traditionnel de cette terre où se situe l'Université d'Ottawa et le campus. À l'Université d'Ottawa, nous reconnaissons le lien sacré de longue date qui unit ce territoire et qui demeure non cédé. Nous souhaitons rendre aussi hommage à tous les peuples autochtones qui habitent dans la région d'Ottawa, qu'ils soient de cette région ou d'ailleurs, et nous reconnaissons les gardiens et les gardiennes de savoir traditionnel de tous les âges. Nous honorons aussi les dirigeants et les dirigeantes d'hier, d'aujourd'hui et demain, et leur courage indéniable. À la faculté de droit aussi, je pense que c'est important de souligner comment le droit a été utilisé, continue d'être utilisé comme un outil de colonialisme et de discrimination contre les Autochtones au Canada. Mais sur une note positive, vous allez aussi entendre nos panélistes aujourd'hui parler comment le droit peut être utilisé pour revendiquer l'égalité réelle pour les Premières Nations. Donc, c'est vraiment un sujet inspirant. Sans plus tarder, je vous présente maintenant à notre magnifique présidente de ce panel. Lauren Austin est une étudiante en troisième année du programme de Common Law français à l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire d'un bac en commerce et d'un certificat en politique et en droit de l'Université de la Saskatchewan. Elle est une fière métisse, Michif et françaiscoise. Elle est aussi coprésidente de gouvernance des étudiants autochtones à la faculté de droit et a fait beaucoup de beaux projets à la faculté, d'initiatives vraiment remarquables pour la réconciliation et la décolonisation. Elle contribue régulièrement à la promotion des traditions juridiques autochtones et des droits des peuples autochtones. Lauren, à toi. Merci Anne. Je vais vous présenter les panélistes aujourd'hui. Premièrement, nous avons David Taylor. Il est associé directeur de Conway à Ottawa. Sa pratique bilingue en matière de litige est axée sur le droit public, le plaidoyer en appel, les droits des minorités et la relation entre les citoyens et l'État. Au cours des 11 dernières années, il a été avocat au dossier dans le cadre de la plainte de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada devant le Tribunal canadien des droits de la personne concernant les inégalités du système canadien de prestation de services à l'enfance et à la famille dans les réserves et dans la mise en œuvre du principe de Jordan par le Canada. David a comparu à 10 reprises devant la Cour suprême du Canada, ainsi que devant un certain nombre de cours et de tribunaux administratifs fédéraux en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. Il a commencé sa carrière juridique comme auxiliaire juridique auprès de la juge Andromache Karakatsanis à la Cour suprême du Canada, et il a été professeur formateur au programme de pratique de droit et chargé de cours à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa. Ensuite, nous avons avec nous aujourd'hui Joëlle Pastora-Sala. Maître Pastora-Sala est la directrice par intérim du Centre juridique de l'intérêt public à Winnipeg. Elle est diplômée de la section de Common Law en français de l'Université d'Ottawa. Elle exerce principalement en droit de la personne, en droit de l'environnement et en droit relatif aux peuples autochtones. Elle a enseigné à l'Université de Winnipeg, a été conseillère à la Société du barreau du Manitoba,
a siégé au Comité consultatif fédéral de la magistrature et a coprésidé le Comité de litige en matière de justice du Conseil des Canadiens avec déficience, entre autres fonctions au sein de conseils d'administration. En 2023, elle a reçu la médaille du Jubilé de platine de la Reine. Et troisièmement, nous avons Maître Léonie Boutin. Elle est avocate associée au sein du cabinet Quin-Lamar. Elle exerce le droit depuis 2012 et consacre sa pratique principalement au droit autochtone. Elle possède une expertise reconnue en gouvernance des organisations autochtones et accompagne ses clients à titre de conseillère stratégique dans le cadre de mandats variés, notamment en matière de financement sur terre de réserve, d'agrandissement de terre et de désignation de terre. Elle est passionnée par les revendications particulières et les questions constitutionnelles, et Maître Boutin a représenté les intérêts de Premières Nations à 3 reprises devant la Cour suprême du Canada, notamment dans le dossier Pekwakamiulnatch Takuikan. Elle est également co-auteure du chapitre Droits des Autochtones de la collection de droits de l'École du barreau du Québec. Donc, avec ça, je vais passer la parole à Matt Taylor pour un survol de la décision Société de soutien contre Canada. Merci, merci beaucoup, Lauren, puis merci à tout le monde pour votre présence et attention aujourd'hui. J'ai une quinzaine de minutes, donc le survol va être très bref, un peu comme regarder la Terre de la Lune pour identifier qu'il y a bien une planète qui est là. Donc, le dossier Société de soutien, tel qu'a été un peu noté dans la biographie, ça fait lien avec le financement et la prestation des services de protection de la jeunesse sur les réserves et aussi concernant le principe de Jordan, qui est un principe qui insiste que non seulement les gouvernements devraient régler les différends entre eux quant à la provision des services ou des soutiens à des enfants des Premières Nations, mais aussi que ces services doivent être capables de combler aux vrais besoins des enfants des Premières Nations. Puis ça, c'est un fardeau qui est surtout mis sur les épaules du gouvernement fédéral en vertu du fait que les ordonnances peuvent seulement les viser, étant donné que la juridiction du Tribunal canadien des droits de la personne est quand même limitée. Mais on pourrait certainement voir des arguments que le principe de Jordan et les lois quasi-constitutionnelles des droits de la personne imposent le même fardeau aux provinces. Puis, en effet, moi et Maître Passera-Sala, on était impliqués dans une telle cause au Manitoba il y a quelques années. Puis je crois qu'on a un gouvernement provincial là-bas au moins qui reconnaît ses obligations, au moins plus que ses compatriotes des autres provinces en ce moment. Mais de toute façon, on a eu gain de cause, la raison pour laquelle on est ici, il y a 10 ans, dans l'affaire Société de soutien, donc c'est 2016 TCDP 2. Selon Canley, à date, il y a quelques minutes, c'est une décision qui a été citée 175 fois dans la décennie qui suit. Il faut prendre une légère graine de sel avec ça parce qu'une vingtaine de ça, c'est le tribunal qui se cite lui-même dans les décisions qui sont découlées dans la décennie suivante. Mais quand même, il y a une grande gamme de décisions qui citent cette affaire. Et comme mes collègues vont peut-être parler aussi, une certaine caution qui s'est développée dans la jurisprudence du tribunal par la suite en termes de comment gérer les litiges systémiques. Puis je dis ça parce que avant Société de soutien, on n'avait pas vraiment de modèle. On avait quelques causes qui nous ont donné un peu la feuille de route. On avait Hughes qui avait affaire avec l'accessibilité des bureaux de scrutin. On avait une cause qui faisait lien avec des conditions de travail dans une centre pénitentiaire en Ontario, mais on n'avait pas vraiment de modèle pour quelque chose qui visait ici vraiment des dizaines de milliers d'enfants à l'échelle du pays. Donc, le tribunal a adopté un modèle qui laissait beaucoup de marge de manœuvre au gouvernement. Puis là, ils ont rétréci ça dans les années suivantes à la première décision. Donc, on a vu une première phase entre 2016 et 2018 qui était visée vraiment sur les redressements immédiats. Puis ce que le tribunal avait décidé, c'est que on va émettre nos conclusions générales, puis on va viser des redressements pour des enfants qui sont là en ce moment, sachant que ça prendra longtemps pour avoir des réformes à long terme. Mais le problème avec ça, surtout pour les enfants, c'est que le temps qui coule, c'est l'enfance qui passe. Donc un enfant qui était né la veille de la décision a maintenant 10 ans.
Et puis on sait tout, là, dans ce sens-là, c'est un univers complètement différent pour cet enfant dans ces années-là. Ou un enfant qui avait 10 ans la veille de l'addition, maintenant 20 ans et plus un enfant du tout. Donc, il a passé la grande partie de son enfance dans les années suivantes sans réforme à long terme. Donc, on a eu certains redressements immédiats qui ont vu un plus-value, en premier un plus-value volontaire du gouvernement Trudeau, à l'époque récemment élu, qui avait adopté, franchement, le plan qui était sur l'étagère du gouvernement Harper, mais jamais mis en œuvre, qui a donné un certain financement de plus. Oh, désolé, je note que mon audio, c'est pas aussi bien que ça pourrait l'être, donc je vais augmenter le volume. Merci beaucoup, Anne. Et donc, et par la suite, une majoration de financement côté service enfance et protection de la jeunesse qui était vraiment fondée sur les vrais coûts. Donc, il y a eu des ordonnances qui ont suivi du tribunal pour dire, ben, une manière de, numéro un, collectionner les données sur combien ça coûte rendre ces services-là, et numéro deux, de faire certain que les enfants ont besoin aux services ont accès aux services qu'ils ont vraiment besoin. C'est de ordonner que le financement se fait sur la base de qu'est-ce qui est le vrai coût. Puis, ça semble peut-être intense de dire, ben, il faut juste payer ce que ça coûte, mais c'est ce qu'ils faisaient pour les foyers d'accueil. Donc, si un enfant des Premières Nations passait dans un foyer d'accueil, c'était le coût que ça coûtait, c'était ce que le gouvernement finançait, mais il ne faisait pas la même chose pour les services de prévention ou pour les enquêtes ou pour les mesures adaptées pour garder les enfants dans leur foyer. Donc ça, c'était un peu comme la première phase. Là, la deuxième phase, c'était l'indemnisation. Donc, il y a une indemnisation qui a un peu évolué dans un recours collectif, qui est un colloque en soi, qui a suivi entre 2019 et 2023, plus ou moins. Et puis là, le processus de réforme à long terme qui a passé dans quelques chapitres. Il y a eu une tentative de négociation de tout le monde ensemble entre 2021 et 2024, plus ou moins. Puis là, le rejet d'un projet de réforme à long terme par l'Assemblée des Premières Nations à la fin de 2024. Effectivement, une fuite de la table par le gouvernement fédéral en 2025. Et puis là, juste hier, il y a une entente régionale avec l'Ontario qui a été approuvée en principe par le tribunal avec des motifs plus détaillés à suivre, incluant des interprétations que le tribunal va imposer sur l'entente pour faire certain qu'il y a suffisamment de responsabilités, etc. Là-dedans. Donc on dirait une vulgarisation d'un processus de plusieurs années, mais là on est rendu maintenant, c'est qu'avec l'Ontario, il y a un modèle. Et puis en août de l'année passée, 2025, le tribunal a dit, ben là, ça fait assez longtemps, on veut voir vos plans. Si vous n'allez pas vous collaborer ensemble, j'avais noté la fuite de la table du gouvernement fédéral, d'abord présentiez vos plans et nous allons le considérer. Donc effectivement, en décembre, et Canada et la Société de soutien et l'Assemblée des Premières Nations ont présenté leurs plans. Et les partis sont maintenant dans le grand débat concernant la procédure parce qu'on n'a pas de manuel pour comment est-ce qu'on fait ceci, pour voir comment le tribunal va considérer ces plans et les approuver. Donc ça, c'est grosso modo la protection de la jeunesse. Je vais juste faire un petit détour dans quelque chose qui est découlé à l'extérieur de ce processus, et ça, c'est la loi fédérale. Donc ça, c'est venu en 2018, puis mon interprétation, puis je pense partagée, c'était en réaction en partie à cette décision-là pour donner plus de marge de manœuvre pour les gouvernements de Premières Nations d'avoir franchement des systèmes adoptés pour eux qui fonctionnent. C'était considéré par la Cour d'appel du Québec en 2021. 2022, ils ont tenu que la plupart des mesures importantes étaient constitutionnelles, sauf les mécaniques de fédéralisme qui ont déclaré inconstitutionnelles. Mais là, la Cour suprême du Canada a validé tout ça en 2024. Donc, il y a des craintes évoquées notamment par mon client, la Société de soutien, par des autres dans le processus parlementaire et par la Cour d'appel du Québec concernant le financement. En vertu de ça, puis le financement, c'était vraiment à la cœur de la discrimination de Société de soutien. Donc, est-ce qu'on a un meilleur cadre qui pourrait produire les mêmes résultats si on a des problèmes de financement? Mais au moins, c'est une partie de l'équation qui est améliorée. Puis assez rapidement sur le principe de Jordan. Ça, c'est là où on a vu une évolution énorme dans l'état du droit avec cette plainte.
Avant la plainte, on avait une décision qui était un contrôle judiciaire basé sur une résolution de la Chambre des communes. C'était un peu incertain quel était le fondement, l'impact de ce principe, mais le tribunal a vraiment pris ça et a fait ça au cœur sa considération de l'égalité réelle là, pour les enfants des Premières Nations. C'est quelque chose qu'ils ont clarifié s'applique pour les enfants qui habitent sur les réserves, qui n'habitent pas sur les réserves, qui ont le statut légal d'un Indien en vertu des lois sur les Indiens ou qui sont reconnus par leur Première Nation, qui sont membres de leur communauté, et pour toutes sortes de gammes de services. Donc en 2017, on a eu une décision qui a vraiment pris une interprétation généreuse et libérale, telle qui est appropriée avec une loi quasi constitutionnelle, comme la loi canadienne sur les droits de la personne. Et puis de ce temps-là, on a eu, je pense maintenant, on est rendu vers 10 millions de services qui ont été approuvés. Puis le fédéral finance environ 1,55 milliard de dollars par année. Puis l'état de preuve devant le tribunal, c'était que en 2009 et 2016, on a eu 9 millions de mis de côté pour financer ces services, puis ils n'ont jamais dépensé un seul sou parce qu'il n'y avait pas de cause qui rencontrait leurs critères très, très, très étroites. Donc, d'aller de là jusqu'à maintenant, 10 ans plus tard, on est, je pense, 8-9 milliards de dollars total de financement dans la décennie. Là, c'est un changement majeur, sismique. Et c'est une décision qui continue d'avoir des retombées à la Cour d'appel fédérale dans une décision qui s'appelle Paulus en décembre, a conclu que vraiment c'est le cadre de raisonnement et des objectifs visés par le tribunal dans ces motifs concernant le précepte de Jordan. C'est quelque chose, c'est effectivement ce qui doit guider le raisonnement du fédéral. Puis dans ce cas-là, ils ont invalidé une décision comme déraisonnable parce que ça faisait pas assez d'interprétation, interaction avec ces mesures-là, et puis faisait un peu sa propre affaire. Je me cite, là, c'est une de mes causes, donc certainement j'ai une interprétation partielle de la décision, mais le fédéral n'a pas demandé l'autorisation à la Cour suprême du Canada, donc pour le moment c'est le mot final dans le monde de stare decisis là, pour les tribunaux fédéraux. Donc je pense que pour le moment c'est ça. Si ouvre d'autres portes, ça risque de déborder beaucoup trop ma quinzaine de minutes. Donc, je vais le laisser là et je suis content de répondre à des questions après que mes collègues auraient partagé leur cause très intéressante dans ce monde aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Taylor. Ensuite, nous avons Maître Pastora Sala qui va faire un survol d'une décision récente. As-tu la capacité de... sinon, on pourrait peut-être passer à Maître Boutin. Si Maître Boutin, as-tu la capacité, avez-vous la capacité de ouvrir votre micro? OK. Et entre-temps, on va voir si on peut résoudre les autres problèmes techniques. Allez-y. Merci beaucoup. Pendant que les petits problèmes techniques se réparent, je vais passer. Moi, j'avais préparé une petite présentation PowerPoint, donc je vais vous partager ça. Donc, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui, participer au webinaire. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire une mise à jour du dossier de Gilbert Dominique de la part des Pequawami Inuits contre Sécurité publique Canada. Bravo, Lauren, pour ta présentation, pour la prononciation du mot des Pequawami Inuits. Donc, j'avoue que c'est un mot que je répète là, depuis quelques années déjà. Donc, j'ai un petit peu de pratique, mais ta prononciation était très bonne. Hein? L'objectif, c'est de vous expliquer un petit peu le fond du dossier, considérant que nous, on est quand même, on a quand même une décision dans notre dossier, mais on n'est pas aussi avancé que le dossier de société de soutien à l'enfance. Je vais peut-être entrer un petit peu plus dans les détails, tout en respectant mon 15 minutes, évidemment.
Donc, aujourd'hui, petite mise en contexte, décision sur la discrimination qui date de 2022, donc 4 ans pour nous pour la décision de discrimination. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite des choses? Puis un petit mot de la fin, question et de petite aparté personnel sur l'avancée du dossier. Donc, au niveau de la mise en contexte, le contexte factuel, donc la décision ou le dossier des Pequawagami Inuits traite des services policiers autochtones qui existent dans les communautés autochtones. Donc, c'est des services de police autogérés. Avant la mise en place du programme des services de police des Premières Nations, que l'on appelle couramment PSPPN, il y avait certains différents services policiers là, qui étaient offerts dans les communautés. Donc, on parle avant 1990 environ. Il y avait la présence de la GRC, il y avait la présence de corps de police à l'automne, il y avait aussi la présence de corps de police regroupés, constitués de membres autochtones, de membres de différentes communautés. Dans la communauté spécifique de Maastricht, ou communauté de la Première Nation des Pequawagami Inuits. Il y avait la police amérindienne, donc c'est un espèce de regroupement de plusieurs agents de police qui n'avaient pas la reconnaissance complète à titre d'agents de police ou d'agents de la paix par la province. Donc, en 1990, il y a un rapport sur le maintien des forces dans les communautés autochtones qui a été publié par le gouvernement fédéral qui faisait état d'un constat disant il y a des lacunes dans les services policiers dispensés dans les communautés, notamment en raison du chevauchement des compétences, donc entre les compétences provinciales d'où relève la dispense des services policiers et les compétences fédérales sur les Autochtones. Donc, le rapport de maintien de l'ordre recommande la création d'un programme, ce qui a été fait en 1991, donc programme fédéral, mais qui prévoit la participation du provincial. Donc, le fédéral paie 52 des dépenses reliées au programme et le provincial paie 48 des dépenses. Le programme vise à mettre en place des services policiers dispensés par les communautés autochtones et des services comparables aux collectivités environnantes. Donc, c'est le critère qui est établi par le programme et qui est des services policiers adaptés à la culture de la Première Nation. Donc, c'est deux critères qui guident la dispense des services dans les communautés par des corps de police internes. Au Québec, il y a la loi sur la police qui gère tous les services policiers dans la province, qui prévoit certaines spécificités, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de services de police qui doivent être offerts par les différents corps de police. Donc, on sait qu'il y a un corps de police national qui est la Sûreté du Québec, mais il y a aussi des corps de police municipaux qui peuvent exister sur le territoire de la province. Et il y a différents niveaux de services de police. Ça va de niveau 1 jusqu'à 6. Le seul corps de police qui a le niveau de service 6, c'est la Sûreté du Québec. Donc, niveau 1, c'est le plus bas niveau de service de police qui peut être dispensé et ça fonctionne en niveau de population. Et ça prend un niveau de population de plus de 10 000, si je ne me trompe pas, 10 000 habitants pour disposer de son propre corps de police. Sinon, c'est la Sûreté du Québec qui offre les services dans la communauté à l'octobre. Je reviens au PSPPN, qui est le programme de service des Premières Nations. Il y a certaines lacunes déjà qui sont rencontrées et les difficultés des CPA, corps de police autochtone, où est-ce qu'on dénote dès l'entrée en vigueur du PSPPN un manque de financement dans le programme. Au niveau de Maastricht, le corps de police a été créé en 1996. Pour ceux qui ne connaissent pas Maastricht, c'est une communauté d'environ 2500 membres résidents aujourd'hui. Donc, je dirais que dans les années 90, il devrait avoir entre 1200 et 1500 membres résidents. C'est une communauté qui est située d'une zone urbaine, donc à 15 minutes de Roberval, une ville d'environ 10 000 habitants. Donc, ce n'est pas une communauté qui est particulièrement isolée. Donc, la création de la sécurité publique de Maastricht se passe en 1996, mais dès les premières années, on constate un manque de financement pour gérer toutes les opérations quotidiennes du corps de police. Il y a 8 policiers qui constituent le corps de police en 1996.
Assurer toutes les activités du corps de police demande un gros financement, un gros roulement. C'est insuffisant. Le corps de police et la Première Nation dénoncent le sous-financement et ça à plusieurs reprises. Pour nous, à titre d'avocat, ça a été une preuve importante dans le dossier que la Première Nation adopte des résolutions, dénonce au niveau politique, l'aide politique, tout ça, le sous-financement qui est associé au programme de service des Premières Nations. Il y a aussi la façon de négocier qui laisse, on va dire, à désirer de la part des gouvernements, où à chaque 31 mars ou à chaque expiration là, des ententes de financement qui peuvent durer de 1 à 5 ans là, pour la Première Nation des Pequawagamis-Inuits, le gouvernement fédéral provincial envoie un projet d'entente avec un montant et dit, écoutez, nous, c'est l'offre à prendre ou à laisser, vous signez l'entente si vous voulez garder votre corps de police. Donc, l'existence et la mise en œuvre du corps de police dépend exclusivement de l'entente tripartite signée avec les gouvernements qui découlent du PSPPN. Donc, si la Première Nation dit « moi, je suis insatisfaite de l'entente ou du financement qui est associé », on ferme le corps de police et c'est la Sûreté du Québec qui vient patrouiller sur le territoire de la communauté. Donc, c'est un 1+1+1 qui fait en sorte que la Première Nation commence à en avoir assez de ce mécanisme, d'autant plus qu'en 2014, un arbitrage des différends s'organise entre la sécurité publique de Mashteuiatsi et les employés de la sécurité publique, car ils sont syndiqués. On ne s'entend pas à la négociation de la convention collective. Il n'y a tout simplement pas assez d'argent dans l'enveloppe. Les employés, les policiers disent, écoutez, nous, à proximité, on peut avoir accès, on peut être des employés d'un corps de police alloctone, avoir des bien meilleures conditions. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure d'assurer ce genre de conditions salariales? Pas assez d'argent dans l'enveloppe. Donc, le déficit s'accentue, se cumule et la Première Nation, en 2016, fait face à une fermeture de son corps de police. Écoutez, nous, on cumule un très gros déficit. On n'est plus en mesure d'opérationnaliser notre corps de police avec l'argent que l'on reçoit des gouvernements. Tout ça se passe dernière minute, 31 mars. Finalement, les gouvernements débloquent des fonds, sont capables d'ajouter un peu d'argent dans l'enveloppe et la sécurité publique de Mashteuiatsi passe à travers cette difficulté-là, mais dit, nous, on en a assez et décide de déposer des recours judiciaires pour en finir avec ce sous-financement. Donc, en 2016, grosse année charnière pour la Première Nation des Pequawagamis-Inuits. Il y a dépôt d'un recours en Cour supérieure du Québec pour manquement à l'honneur et manquement à l'honneur de la couronne. Je m'excuse juste à ma voix qui s'en va. Et sur la base d'un manquement là, aux ententes contractuelles, donc les fameuses ententes tripartites que je parlais tout à l'heure. Et 2016, également dépôt d'une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne. 2017, la plainte est jugée fondée par la Commission canadienne et est déférée au Tribunal canadien des droits de la personne. En 2022, décision favorable du tribunal sur la discrimination. Et en 2024, je vous remonte en 2016, le recours qui a été déposé en Cour supérieure a cheminé jusqu'à la Cour suprême du Canada où la Cour suprême reconnaît l'existence de l'obligation d'agir avec honneur du gouvernement dans le cadre d'entente tripartite, propose même un test là, relié à ces obligations qui sont considérées non constitutionnelles, là, considérant qu'on s'était engagé dans des ententes contractuelles pour la mise en place des services de police. Donc, très belle décision en faveur de la Première Nation des Pequawagamis-Inuits dans ce dossier. Par rapport à la décision sur la discrimination que nous avons reçue en 2022, le tribunal conclut qu'effectivement, la Première Nation des Pequawagamis-Inuits subit de la discrimination fondée sur sa race, origine nationale ou ethnique sur 3 volets, c'est-à-dire l'obtention du financement, donc financement qui était déficitaire, le niveau de service et la durée des ententes. Au niveau des propos du tribunal, j'entends déjà beaucoup de gens qui travaillent en droit de la personne nous rappeler ce principe-là, de nous dire à partir du moment où le gouvernement adopte un programme, il est obligé de le faire sans discrimination. Donc, du côté du PSPPN, le tribunal est venu conclure et est venu dire que le gouvernement canadien, dès qu'il décide d'adopter la politique et le PSPPN, donc la politique et le programme, c'est ensemble,
Ça inclut non seulement un financement, mais aussi tous les avantages qui sont reliés à la mise en œuvre du programme et il doit le faire d'une manière non discriminatoire. Donc, on voit ici les traces de la Société de soutien à l'enfance qui ont été, qui nous ont beaucoup aidés. Donc, on avait déjà une première trace là, de fait dans la neige. Là, on sait que quand c'est nous qui est en avant, c'est pas facile. Quand on est les deuxièmes, on a aussi un petit bout de chemin à faire. Au niveau de la décision, il y a plusieurs autres traces là, que la Société de soutien à l'enfance nous a permis d'aller plus vite et d'avancer un petit peu plus. Donc, le tribunal a reconnu que le gouvernement fédéral, comme dans la dossier de soutien à l'enfance, il s'agit d'un service qui est offert par le gouvernement fédéral, par l'entremise du PSPPN et entre sous le cadre de la Loi canadienne des droits de la personne. Le tribunal reconnaît également dans notre cas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un groupe de comparaison, comme le gouvernement fédéral le prétendait. Donc, le tribunal reconnaît qu'il est impossible, même très difficile, de comparer les Premières Nations avec d'autres groupes en raison de leur position unique. Et pour y parvenir, il faut considérer le contexte social, politique et juridique. Ce sont tous des éléments là, qui ont été quelques embûches au fil du dossier. Je me souviens là à la Cour supérieure du Québec, on avait une objection de la part du Canada qui voulait qu'on mette en preuve aucun rapport de commission fédérale, commission vient au Québec, commission très, très importante là, qui vient souligner les lacunes offertes par la Sûreté du Québec, des services offerts par la Sûreté du Québec aux Autochtones à travers la province. Donc, au niveau de l'égalité réelle, le tribunal là, se permet, mentionne qu'il faut regarder la situation véritable, que la mesure contestée aggrave la situation, d'évaluer là, les effets véritables sur le terrain de la mise en œuvre du PSPPN à l'égard des services de police par la communauté de Mashtoya. Donc, c'est le paragraphe-là, en fait, qui nous parle le plus. C'est le résumé du traitement défavorable. Donc, soit le plaignant, soit la Première Nation accepte un service de police 100% financé par la Sûreté du Québec, donc un service de police alloctone qui n'est pas nécessairement adapté à ses besoins, ou elle bénéficie du PSPPN pour se créer et mettre en œuvre un corps de police qui est adapté à ses besoins, sauf qu'on n'offre pas un service qui est à la hauteur de ses besoins. Donc, c'est clair qu'elle encourt un déficit. C'est les deux seuls choix qu'elle a devant elle. Donc, le tribunal mentionne que c'est un traitement défavorable et qu'il y a contravention au principe de l'égalité réelle. Le tribunal mentionne également que la courte durée des ententes, comme je vous disais tout à l'heure, la Première Nation a signé des ententes entre 1 an à 5 ans. Donc, à chaque renouvellement d'entente, elle faisait face à une fermeture de son corps de police. Sans entente, pas de corps de police. Donc, la Première Nation, elle a adopté une façon de faire, de dire, écoutez, nous, on va renouveler juste pour une année. Tout à coup, dans la prochaine enveloppe, il y a plus d'argent pour nous. Donc, le tribunal vient à la conclusion que la courte durée des ententes, qui était aussi une action du gouvernement fédéral, constitue un traitement discriminatoire. Maintenant, quelques arguments du Canada là, qui ont été rejetés dans le cadre du dossier de la discrimination. Le Canada mentionnait que la situation de la sécurité publique s'est améliorée avec le temps, donc il n'y avait pas de discrimination. Donc, eux disaient, on est parti de là, on est là maintenant. Donc, entre 1996 et 2022, on a passé de 8 policiers à 12, 13 policiers, donc il y a une augmentation, il y a une évolution du corps de police, donc il n'y a pas de discrimination que le tribunal a rejeté. Également, le Canada a osé parler du fait que Mashtoyas ne payait pas les services de police de la Sûreté du Québec, alors que les services de police sont facturés à des municipalités, donc que les Autochtones ne payent pas leurs services, donc ils devraient se contenter de ce qu'ils ont. Évidemment, le tribunal n'a pas embarqué sur cet argument-là. Et finalement, le Canada a mentionné que Mashtoyas devait être très chanceux d'avoir son propre corps de police,
alors que les autres municipalités de moins de 10 000 habitants au Québec n'ont pas le droit à leur propre corps de police. Donc, ce sont des arguments là, qui ont tous été rejetés par le tribunal. Je dirais que le tribunal a été quand même assez, a été assez éloquent là, sur ce genre d'arguments-là. Il n'y a pas, il y a pas, c'est mon interprétation, là, puis comme disait Matt Taylor tout à l'heure, on est peut-être un petit peu biaisé, là, mais je pense que le tribunal a plus ou moins acheté ce genre d'argument. La suite des choses, donc décision en 2022, qui a été portée en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Nous avons gagné sur ce point. La décision a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale en 2025. Nous avons également obtenu une décision favorable. Donc, la décision sur la discrimination est finale et nous sommes maintenant prêts à se jeter sur la phase réparation. Je m'excuse, il y a une erreur dans mon PowerPoint. Donc, c'est l'audition sur la réparation qui aura lieu à l'été-automne 2026. Il y a 18 jours de prévu d'audition. Donc, nous avons prévu une semaine dans la communauté ou à proximité. Le tribunal va se déplacer. Nous pensons que c'est une c'est une mesure réparatrice de recevoir le tribunal, d'entendre des témoignages de personnes significatives pour la communauté aussi. Donc, le tribunal a accepté de se déplacer. Nous avons prévu 19 témoins ordinaires pour la phase des réparations, 5 témoins experts. Donc, de notre côté, nous avons 13 témoins ordinaires, 6 du côté du Canada, 2 témoins experts de notre côté, 3 du côté du Canada. Il y a 3 jours de plaidoirie, tout simplement, qui sont prévus à la fin de l'audition, donc 7 au 19 novembre. Et l'audience aura lieu en mode hybride, donc pour faciliter, réduire les coûts. 3 types de réparations sont demandés dans notre dossier. Donc, une première, c'est la réforme du PSPPN, qui s'inscrit dans les démarches nationales. Donc, comme les services à l'enfance, il y a aussi une loi qui est en cours d'élaboration pour les services policiers dans les communautés autochtones. Si vous suivez un petit peu l'actualité, ça vit quelques vagues, ce projet de loi-là. Donc, on a peu ou pas d'informations pour l'instant. Moi, que je me trompe, là, que je ne suis pas à jour, mais on a peu d'informations là, sur la suite. À ce niveau-là, il y a des consultations nationales qui se sont passées aussi. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel qui a avancé de ce côté-là. Donc, la Première Nation demande la réforme du PSPPN dans le cadre aussi de l'élaboration de cette loi-là, demande de participer aussi à cette réforme-là, donc de ne pas être juste un figurant, mais d'être un acteur important. Il y a des réparations qui sont destinées à l'organisation qui est le gestionnaire de la sécurité publique de MHTF, et il y a des réparations qui sont destinées directement au Pequawagamis qui sont demandées. Donc, je ne vous cacherai pas qu'on est en pleine préparation du dossier. 17 jours d'audience, c'est quand même une bonne audition qui s'annonce devant nous. Donc, plusieurs choses qui se mettent en place là, pour préparer le dossier. Question, merci. Donc, je vais laisser la parole à Maître Pastora qui pourra faire sa présentation, puis je serai disponible pour répondre à toutes les questions pour la suite. OK, ça marche. Merci pour l'invitation, professeur Lévesque, et merci Lauren pour cette présentation. Et à mes collègues aussi, Maître Boutin et Maître Taylor. C'est un grand plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui, même virtuellement depuis les territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, Ojibwe, Cri, Dakota et Dene, ainsi que la terre ancestrale de la nation métisse. Quand je dis que c'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui, ce que je veux vraiment dire, c'est que ce genre de discussion m'enthousiasme énormément. Je suis en transparence un grand nerd de droits de la personne et je passe beaucoup de mon temps, probablement trop de mon temps, à réfléchir à ces questions dont je vais vous parler aujourd'hui et dont on parle. Donc, un peu de contexte au sujet de nos plaintes. Le Centre juridique de l'intérêt public représente la famille Wilson ainsi qu'une coalition d'adultes autochtones vivant avec des déficiences dans 2 plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne.
Ces deux plaintes portent sur le sous-financement et l'insuffisance des services et soutiens offerts par le Canada aux adultes des Premières Nations en situation de handicap. La plainte de la famille Wilson porte sur l'expérience de Aidan Wilson, qui est un jeune homme Anishinaabe de 24 ans avec des déficiences intellectuelles et physiques. La plainte de la coalition porte sur l'expérience des membres qui appartiennent principalement à deux groupes ou deux grandes catégories. La première catégorie, c'est les personnes ayant atteint l'âge de la majorité avant le mois d'avril 2017, soit avant la mise en œuvre des programmes liés au principe de Jordan au Manitoba. Ces personnes ont donc été privées durant leur enfance de nombreux services essentiels liés à leur handicap et euh, cette expérience défavorable continue lorsqu'ils deviennent adultes. D'autre part, des personnes ayant atteint l'âge de la majorité après le mois d'avril 2017, bien qu'ils aient reçu des services pendant leur enfance en vertu des programmes et services du principe Jordan, ces soutiens leur ont été retirés de façon abrupte et arbitraire à l'âge de 18 ans. La coalition compte actuellement 189 membres. Parmi eux, nous avons identifié 11 personnes comme défendeurs principaux ou lead claimants, dont les expériences sont représentatives de celles du groupe dans son ensemble. Nous soutenons que le Canada a créé et maintenu des obstacles qui ont des effets préjudiciables sur les membres de la coalition en raison de leur handicap, leur race, leur origine ethnique, leur couleur et leur âge. Plus précisément, le sous-financement chronique des services ne répond pas à l'ampleur, à la complexité ni à l'urgence des besoins. Les services offerts sont inadéquats car ils sont centrés de manière étroite sur des besoins médicaux et de base et des activités élémentaires de la vie quotidienne sans tenir en compte les réalités culturelles, sociales et communautaires des peuples autochtones. Les conséquences pour les membres de la coalition sont graves et multiples. Par exemple, il y a des retards, des interruptions ou refus complets d'accès à des services essentiels, voire physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, etc. Le déplacement forcé hors réserve pour avoir accès à des services essentiels, l'institutionnalisation ou risque accru d'institutionnalisation, et l'absence de soutien individuel nécessaire à la vie quotidienne. Donc, nous soutenons que cette discrimination remonte à 1991, qui est l'année où le membre le plus âgé de la coalition a atteint l'âge adulte. Depuis ce temps, le Canada a reçu de nombreux avertissements y compris dans les rapports commandés par le gouvernement fédéral lui-même, soulignant les lacunes graves du système. Ses propres audits reconnaissent d'ailleurs l'insuffisance et le sous-financement de leurs services. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Les plaintes ont été déposées en juillet 2021. En février 2024, le dossier a été renvoyé en conciliation. Après environ un an de décision après environ un an de discussion en vue de règlement, nos discussions ont échoué. En juin 2025, on a entamé la préparation en vue de l'audience. Depuis, on est engagé dans l'échange des exposés de précision ou Statement of Particulars. Dans le dossier de Wilson, cette étape est complétée, bien que le Canada continue à contester le niveau de détail fourni dans nos exposés de précision. Dans le dossier de la coalition, notre exposé initial ne contenait pas de nom ni de récit individuel des membres de la coalition par exprès.
il se concentrait plutôt sur les politiques, les pratiques et les procédures discriminatoires. Cependant, dans une décision rendue en décembre 2025, le tribunal nous a ordonné de fournir davantage de détails concernant des membres de la coalition. Le tribunal nous a notamment demandé d'identifier les membres, de préciser leur appartenance aux Premières Nations et leur lieu de résidence, et de fournir des détails sur les expériences de discrimination. Lors d'une récente conférence de gestion, nous avons aussi été tenus de fournir davantage de précisions, notamment quant au refus concret de services et à leur chronologie pour les 11 représentants de la coalition. Alors, nous préparons actuellement une version amendée de notre exposé qui doit être déposée la semaine prochaine. Tant qu'à nous, on passe d'une approche très systémique à une exigence, je m'excuse, beaucoup plus individualisée, qui, tant qu'à nous, remet en question le rôle des plaintes de groupe et qui soulève une vraie question, notamment jusqu'où doit-on aller dans l'individualisation de la preuve dans un dossier systémique? Je vais revenir sur ce point. Je souhaite maintenant souligner dans quelques minutes quelques observations sur les tendances émergentes en matière du litige de droits de la personne 10 ans après la décision de fond de l'affaire Société de soutien. Cette décision est largement reconnue comme un jalon majeur en droit de la personne, notamment en raison de l'ampleur de réparations systémiques ordonnées. Toutefois, on observe aujourd'hui une certaine réticence institutionnelle à voir émerger une autre affaire de cette envergure. Je souhaite souligner deux tendances importantes. Premièrement, les plaintes de groupe. Comme l'a récemment confirmé la décision Kevin Rose et al. Service correctionnel du Canada, la Loi canadienne des droits de la personne permet expressément le dépôt de plainte au nom d'un groupe, incluant sous l'article 40, alinéa 1 de la loi. Le fait que la loi reconnaisse expressément des plaintes de groupe démontre une intention claire du législateur. Et selon nous, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ces plaintes doivent être possibles, surtout dans le contexte des droits de la personne qui vise à protéger le droit des groupes vulnérables. Cela dit, quand on regarde des décisions récentes, incluant l'affaire Dominique, dont Maître Boutin nous a parlé, et les signaux envoyés par le tribunal, plusieurs questions se soulèvent. Par exemple, qui peut valablement déposer une plainte de groupe? Un individu peut-il agir seul au nom d'un groupe? Le modèle d'un demandeur représentatif inspiré des recours collectifs est-il approprié dans ce contexte? Et quelle preuve est requise pour établir une discrimination à l'égard d'un groupe? Tant qu'à nous, un principe fondamental doit guider l'analyse. Il est irréaliste de s'attendre à ce que toutes les personnes affectées par la discrimination systémique participent directement à une plainte en matière des droits de la personne. Cela est particulièrement vrai dans le contexte de l'égalité réelle pour des groupes vulnérables comme des Premières Nations, où les obstacles à l'accès à la justice sont multiples et bien documentés. Premièrement, c'est les plaintes de groupe. Deuxièmement, c'est les réparations systémiques. Les réparations systémiques sont appropriées lorsque la discrimination découle de politiques, de pratiques ou de structures qui affectent un groupe. L'article 53, alinéa 2 de la loi prévoit deux grandes catégories de réparation. Des mesures prospectives, ordonnées de faire ou de cesser de faire quelque chose, et des mesures réparatrices individuelles, indemnisation. Dans les plaintes de groupe,
une question centrale émerge dans le contexte de l'indemnisation, notamment la distinction entre les plaignants et les victimes de la discrimination, où le groupe de victimes est évidemment plus large que celui des plaignants. L'alinéa 53 de E de la loi permet d'accorder une indemnité pour souffrance morale à toute victime d'une pratique discriminatoire. La Cour d'appel fédérale a souligné dans l'affaire Lemire que l'indemnisation en vertu de la loi vise avant tout à reconnaître le préjudice inhérent à la discrimination elle-même, soit l'atteinte de la dignité. Cela soulève deux enjeux importants dans les litiges systémiques. Comment identifier les victimes de la discrimination? Quel genre de paramètres est utile et requis? Ça, c'est un. Deux, quel niveau de preuve individuelle est requis? J'ai dit deux, je voulais dire trois. Trois, comment concilier les réparations individuelles et les portées collectives? Euh, donc, en conclusion, j'ai comme tellement beaucoup plus à dire à ce sujet, mais je vais conclure en disant que on est vraiment à un moment charnière. On voit émerger beaucoup de questions sur le rôle et l'importance des plaintes de groupe et des réparations systémiques. Alors, tant qu'à moi, il est essentiel que les défendeurs des droits de la personne restent très attentifs à ces évolutions pour éviter tout recul dans la protection des droits de la personne. Merci. Merci beaucoup à vous trois. Je sais que c'était absolument tellement intéressant pour moi, puis je suis certaine que ça l'était pour les participants aussi. Aux participants, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les mettre dans la boîte à questions. C'est comme au bas de l'écran Zoom. Mais j'ai quelques questions pour commencer la discussion. Alors, je vais viser la première question pour Mate Taylor. Um, Quelles leçons juridiques et politiques peut-on tirer de cette décennie de litige pour mieux assurer la mise en œuvre effective de l'égalité réelle et éviter que des questions du tribunal restent sans pleine exécution? Je suis très content que vous avez utilisé le mot adjectif politique dans la question parce que je pense que la décision qu'on a eue, si elle aurait arrivé 4 ans plus tôt, je ne sais pas où on aurait été. Mais en effet, il ne faut pas oublier que la plainte était radiée en 2011 par la présidente à l'époque du TCDP, et puis c'était seulement réanimé par la suite par la Cour fédérale lors d'une décision, pour moi au moins, pas mal magistrale concernant l'égalité réelle, puis la comparaison, puis toutes ces idées-là. Donc, et la raison pour laquelle je dis que le résultat aurait été autre, c'est parce que, numéro un, on avait, comme la décision est arrivée dans la foulée du dépôt du rapport de la commission de la vérité et la réconciliation. Donc, c'était un moment, je pense, où le peuple canadien, le public, était très sensibilisé aux enjeux. Et puis numéro 2, c'est arrivé tout de suite après l'élection du gouvernement Trudeau, qui était élu dans la bannière de faire les choses de manière différente. Donc, la décision majeure, c'était la décision de ne pas porter en contrôle judiciaire la décision 2016 TCDP2. Et ça a eu l'effet de concrétiser beaucoup des conclusions tout de suite, au lieu de après un autre 2 ans de litige. Puis, c'était dans le monde avant Vavilov, donc je pense qu'on aurait probablement été correct de toute façon, parce que il y avait encore plus de différences envers les décideurs à l'époque. Puis je pense qu'on a vu ça de nouveau en 2021, quand c'est venu le temps pour les procédures en ce qui concerne l'indemnisation, qui a quand même été majeure. Je ne l'ai pas noté pendant mes remarques, mais l'indemnisation dans le recours collectif, c'était de 23,3 milliards de dollars, pas seulement pour les victimes dans la plainte, mais pour toutes les victimes de 1991 à 2022. Ce qui est massif en termes de montant. J'ai pas fait le tri de comme ça excéderait le budget de quelle province au Canada, mais certainement il y a des provinces aux maritimes avec des budgets annuels plus petits
que le sang versé, mais on n'a pas vu de grande réaction euh, contre cette idée parce que c'était dans la foulée de la retrouvaille des tombes non identifiées au pensionnat. Donc, c'était un autre moment d'attention critique du peuple canadien. Donc je crois que malgré que c'est très difficile pour un avocat qui vise l'égalité des réels de dire que l'appui de la majorité était nécessaire parce que tout le but des droits de la personne sont de faire certain qu'on peut les implanter sans cet appui-là. Je pense que le fait qu'on est tombé dans un moment où c'était vraiment propice, c'était pas mal majeur parce que même je faisais la média sur des stations de radio au Manitoba où j'anticipais, étant donné que c'était un peu plus talk radio, d'avoir des questions difficiles, mais les questions c'était plus comme ben, pourquoi ça a pris tellement longtemps. Donc c'est juste c'est ce qui est bien, ce qui est bien. Donc en tout cas, tout ça pour dire, c'était certainement une question du bon moment et au bon endroit. Euh, on a eu les bons décideurs. Si la présidente aurait demeuré saisie de la plainte au lieu de l'avoir irradiée, on aurait certainement eu des conclusions beaucoup plus étroites. Et puis, je pense que c'est de voir le jugement s'épanouir dans d'autres dossiers tels que celle de Maître Boutin. Puis, on espère un jour dans celle de Maître Pastora-Sala, malgré les embûches structurelles qui se présentent. Ça, c'est bien qu'on a trouvé ce moment, puis on pourrait voir des choses. Mais comme on voit au sud de la frontière, il faut quand même toujours être vigilant parce que le progrès, c'est pas, ça va pas dans un sens unique, malheureusement. La citation du Dr. King au sujet de l'arc morel de l'hiver, nonobstant, c'est important d'être vigilant puis continuer de poursuivre les droits. Merci beaucoup. On a une deuxième question, un peu en direction de discussion sur la charte, super intéressante. Donc, dans les présents cas, peut-on voir une forme d'anticipation de ce que l'article 15 de la charte pourrait devenir s'il reconnaissait plus clairement des obligations positives de l'État face à des inégalités structurelles? Et à la lumière de Gosselin contre Québec, pensez-vous qu'un tel raisonnement pourrait éventuellement nourrir une lecture plus substantive, donc inclure de nouveaux paramètres socio-économiques de l'article 7? Je vais ouvrir ça à n'importe qui, si vous avez des pensées. Euh, alors, ouais, c'est une bonne question. Je peux commencer, puis ensuite, je ne sais pas si Maître Boutin ou Maître Taylor aimerait ajouter. Euh, je pense que, ben, alors, on voit déjà l'influence de l'article 15 de la Charte dans les décisions de droits de la personne, comme la société de soutien qui dit expressément que le droit de l'égalité réelle doit être utilisé comme un outil d'interprétation dans le domaine des droits de la personne. Euh, on voit aussi l'influence de la jurisprudence de l'article 15 euh, dans le contexte des droits de la personne, je dirais tout dernièrement, dans le contexte de la considération de la preuve, comme je disais que dans le monde post-Sharma et maintenant post-Kanyenda, je pense que un peu la réticence qu'on voit euh, des tribunaux, du tribunal, d'accepter la, la preuve individuelle de demander la preuve individuelle pour démontrer le traitement défavorable d'un groupe de façon systémique. Je pense que ça vient de l'influence de euh, la jurisprudence de l'article 15. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas encore vraiment l'influence inverse de la jurisprudence des droits de la personne dans la jurisprudence de l'article 15 de la Charte. Euh,
comme ma réponse rapide, c'est comme oui, j'espère que oui. Mais comme j'ai pas vraiment de, euh, ouais, j'espère que oui, j'espère qu'il y aura de nouveaux paramètres en termes de reconnaissance de droits socio-économiques dans de l'article 7, mais je sais pas si ça va être en raison de la jurisprudence des droits de la personne. Est-ce que Maître Taylor ou Maître Boutin aimerait ajouter quelque chose? J'ai quelque chose à dire, mais j'ai déjà parlé. Donc, Maître Boutin, si vous avez quelque chose, Donc, vous pouvez y aller, pas de problème. Donc, moi j'ai eu l'expérience incroyablement étrange en octobre de plaider à la Cour fédérale d'appel en powerless et j'étais en train d'essayer d'écarter autant que je pouvais la jurisprudence en vertu de la charte parce que le gouvernement tentait de sortir des arguments franchement fondés sur l'arrêt Sherman pour indiquer toutes sortes de limitations, etc., à comment fonctionnait la loi canadienne sur les droits de la personne. Puis, en effet, Maître Boutin, c'est une de vos décisions sur lesquelles je me suis fondé à la Cour fédérale d'appel dans le dossier Dominique, où le juge Leblanc a effectivement dit, je pense que j'ai mal nommé le juge, mais le juge qui a écrit la décision a dit, regarde, c'est deux lois distinctes, ils ont une tradition distincte, il y a des considérations distinctes, etc. Donc, moi, je peux écarter toutes ces considérations-là malgré que j'ai trouvé les arguments qui étaient du sophisme pur, et puis je pense que c'était affirmé en Kanyanda qu'on ne peut pas interpréter ni l'article 15 ni les lois sur la loi de la personne comme ça. Mais la raison pour laquelle j'ai dit que c'était un sentiment tellement étrange, c'était parce que quand on lit le bon travail de maintenant le juge McCarthy et puis ma collègue Sarah Clark, la collègue de professeur Lévesque aussi, dans le dossier où la juge McTavish avait réanimé la plainte, c'est tout fondé sur, regarde qu'est-ce qui se passe à Weffler, un arrêt de 2011, article 15 de la charte, regarde ce qui se passe avec la comparaison à l'article 15, puis ça nous montre comment c'est mal fondé l'interprétation du tribunal, parce que ça s'enligne pas avec où on s'en va dans l'article 15. Donc la réanimation de la plainte, c'était tout fait avec le fondement de l'article 15, mais là, dossier de service policier, dossier de principe de Jordan, on était comme, wow, pas, c'est pas notre ami, là, l'article 15 de la charte. Donc, il y a une tension, là. On espère que Kanyanda va aider à le régler. Il y a des extraits des motifs de la juge Karakatsanas qui sont presque des réponses directes aux arguments que le PGC a fait dans le dossier de Maître Boutin et qui ont fait dans mon dossier du principe de Jordan. On espérerait que ça serait suffisant, mais ça reprend des paroles de la Cour suprême dans les dossiers d'équité salariale de 2018 où la juge Barlet était pas mal claire que ça ne fonctionnait pas ainsi. Mais Sharma, c'était un peu un moment, je pense, un point d'inflexion. Mais on verra si on est de l'autre côté, parce que j'ai bien noté que chaque fois que la juge Karakatsanas citait Sharma dans Kanyanda, elle citait également Fraser. Puis Fraser, c'est certainement un précédent qui est beaucoup préférable. Donc, je vais un peu reprendre les propos de mon prof de droit criminel, Steve Coughlin à Dal, qui disait qu'on n'est pas nécessairement certain qu'est-ce que ça veut dire une décision de la Cour suprême. On va attendre la prochaine. Et puis là, on va lire la prochaine, ça va nous dire qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, Kanyanda, c'est certainement la prochaine à Sharma, mais je pense que ça nous prendrait au moins une autre pour voir c'est dans quelle direction. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui est c'est quoi qui est dans le cœur en ce moment, quelle serait la prochaine décision, je ne sais pas. J'attendais longuement Kanyanda, mais on verra. Puis il y avait juste une chose que je voulais vérifier parce que je pense que la juge Karakatsanas avait commenté le dossier Mayoran au sujet des tests et l'idée de, c'est ça, le paragraphe 38. Donc, elle s'inspire quand même pour définir la manière de traitement des standards égaux à des groupes inégaux. Donc, il y a quand même une certaine inspiration qui vient de cette jurisprudence, mais on n'a certainement pas vu la plénitude de toutes les conceptions de l'égalité réelle jusqu'à maintenant, mais on verra. On verra. C'est intéressant parce que ça fait le point que des fois, c'est pas bon d'avoir l'influence de l'autre dans l'autre contexte, surtout comme dans les affaires comme Sharma, qui impose plus
plus de fardeau de preuves. Je vais reprendre quelque chose que Anne m'a souvent dit, ou que le professeur Lévesque m'a souvent dit quand on rédigeait des travaux ensemble dans le dossier société de soutien, c'est que on a l'intimé. Avec le TCDP, excusez, la LCDP, on a l'intimé. Puis l'intimé pourrait bien être une compagnie de transport interprovincial ou ça pourrait être le gouvernement fédéral canadien. Et on n'a pas d'indication dans la loi que ça fonctionne différemment avec l'un ou l'autre. Donc pourquoi avoir toutes sortes de considérations spéciales pour un intimé gouvernement qu'on n'aura pas avec une compagnie privée? La mission demeure l'éradication de la discrimination. Puis c'est ce que la Cour fédérale d'appel a conclu dans l'affaire Dominique, c'est qu'on veut éradiquer, donc on va écarter des interprétations qui vont poser des embûches. Versus la charte, on a toutes sortes de soupèsements de les rôles institutionnels entre la judiciaire, le législateur, etc., etc. Puis on ne retrouve pas ça dans la même manière dans le contexte plus particulier du CDP. Puis, Lauren, je veux juste dire une autre chose qui est dans un dossier constitutionnel au sujet, c'est un dossier auquel je travaillais dans le contexte d'un recours collectif des services de protection à l'enfance au Manitoba. Ce qu'on a fait dans ce dossier-là, c'est on a utilisé le contexte de droit de la personne, notamment le dossier ou la décision de soutien à l'enfance, pour établir comme la fondation de la discrimination dans notre analyse de l'article 15. Alors, dans ce contexte-là, on voit comme c'est souvent utilisé pour influencer, je pense, l'analyse. Alors, on attend comme d'un jour à l'autre cette décision-là. Alors, je vais être très curieuse pour voir si la décision du soutien et l'analyse qu'on a utilisée est dans la décision elle-même. Merci beaucoup pour les commentaires. Maître Boutin, avez-vous quelque chose à ajouter à la question? Sinon, j'ai une autre question pour vous. Non, je seconde tout ce que mes collègues ont dit. Puis, franchement, ce sont des experts en droit de la personne. Donc, je ne saurais dire mieux qu'eux. OK, parfait. Donc, j'ai une question pour vous, Maître Boutin, de toute façon. Hum, Pensez-vous qu'il y a des considérations stratégiques ou des changements de contexte qui rendent le litige dans lequel vous êtes actuellement impliqué différent de l'affaire Société de soutien contre Canada? C'est une bonne question, puis on l'a un petit peu effleuré, là, puis en bon québécois, je vais faire du pouce sur ce que Matt Taylor a dit. Oui, je crois qu'on est dans une nouvelle ère ou une ère différente. Nous avons changé de membre au tribunal. Euh, on voit la tendance du tribunal là, d'essayer d'éviter d'avoir un deuxième litige d'une aussi grande envergure que la société de soutien. On sent cette tendance-là, on sent une tendance aussi au niveau des réparations, refuser de faire une réparation sur plusieurs étapes. Donc, on voit la tendance d'essayer de contenir le dossier à son strict minimum. Donc, je pense pas nécessairement que c'est la membre, quoique je pense pas que c'est la banque, mais je pense que c'est vraiment le tribunal qui a des directives là, pour essayer d'englober ça, de contrôler un peu aussi. Euh, euh, donc oui, je pense qu'il y a des considérations stratégiques, il y a des conjonctures qui font en sorte là, on n'est pas où on aurait pu être il y a quelques années. Euh, à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je trouve quand même que c'est triste qu'après autant de gains, autant de drapeaux levés sur le sous-financement d'autant de services dans les communautés, qu'on soit encore obligé de faire face à des barrières, à des procédures intérimaires qui n'en finissent plus
dans les dossiers, puis qu'on on voit pas le bout, là. On se bataille et on se chamaille sur des petits détails, alors que le constat est soulevé dans des multiples rapports, encore en février 2026. Euh, Suivant une demande là, du comité INAN, il y a un rapport qui est sorti qui décrit le sous-financement des services policiers. Il y a de l'argent dans l'enveloppe, mais il n'y a pas rien pour le mettre en œuvre. Donc, même le politique est conscient, mais il y a rien qui avance. Donc, je trouve ça déplorable qu'on en soit là aujourd'hui. Puis en plus, on est dans une ère où le tribunal essaie là, de contenir, puis effectivement va aller chercher va aller tendre à aller chercher de la preuve individuelle, reculer un peu sur la discrimination systémique. Donc, je me questionne beaucoup si on avait gardé le même membre, où on en serait aujourd'hui. Est-ce que le tribunal aurait la même vision? Euh, pour vous, Matt Taylor, ça a été une avancée de changer de membre, là, puis d'avoir quelqu'un de nouveau d'assigner à votre dossier. Nous, je ne sais pas. On verra à l'issue du dossier comment ça va se terminer. Maître Passera Salah ou Maître Taylor, avez-vous de quoi ajouter sur cette question par rapport à vos dossiers actuels? Pas vraiment. C'est juste pour dire que, évoquer les propos de Maître Boutin, c'est quand même incroyable comment ces dossiers se ressemblent avec le multitude de rapports qui pointent le problème et puis l'inaction gouvernementale en réponse. Euh, Ça me fait poser la question, est-ce qu'on a besoin bien d'un mécanisme autre que la CDP pour résoudre le problème? Je pense qu'une réaction institutionnelle qu'on voit, c'est que c'est pas nécessairement quelque chose qui est conçu pour des problèmes à l'ampleur, puis on a certainement eu ce défi en tentant même de nous construire une procédure. Euh, et j'aime penser souvent si on ne l'avait pas en ce moment, est-ce qu'on l'inventerait même? Puis je suis pas convaincu qu'on inventerait le Tribunal canadien des droits de la personne si on ne l'avait pas déjà. Je pense que c'est une création des années 70 qui vient d'un contexte social qui est très différent que le nôtre aujourd'hui. Et surtout très différent que notre contexte des derniers 14-15 mois avec les douanes, avec le conflit un peu ici et là. Donc, on aura peut-être à attendre notre prochaine fenêtre sociale là, pour pousser, mais avoir quelque chose, la professeure Metallic Dalhousie, une collègue, mon collègue sur les dossiers sur la loi C92, a fait des rapports effectivement appelant pour un nouvel mécanisme de plainte, un tribunal franchement spécifique à cet enjeu-là. Euh, donc, ça serait peut-être quelque chose à garder l'œil quand on a la prochaine porte ouverte sur les refontes systémiques qui n'impliquent pas les ordonnances qui poussent, là, mais plus le législateur qui prend le boulot pour essayer de changer les choses. La seule chose que je vais ajouter, mais honnêtement, je me souviens pas de la question, mais je veux juste comme flower avec ce que Maître Taylor a dit, c'est que euh, le processus de droit de la personne est vraiment, vraiment lent, surtout pour des plaintes qui demandent des réparations systémiques. Euh, et dernièrement, quand on compare ça au processus dans les affaires de droit constitutionnel, qui est vraiment horrible quand on pense à l'objectif du tribunal des droits de la personne. C'est supposé être plus informel, plus rapide, plus accessible aux gens qui sont des membres de groupes vulnérables. Nous, dans notre pratique dernièrement, on a plus de succès dans les cours, dans nos dossiers de droit de l'article 15 de la Charte, que dans nos dossiers de l'article de droit de la personne qui bougent très lentement et aussi qui semblent créer plusieurs opportunités et laisser des gouvernements apporter ou comme mettre des barrières après barrières, comme Maître Boutin disait, comme motion après motion après motion. C'est comme ça finit jamais. Puis c'est toujours la même chose. C'est comme passer de détails. Il y a pas, c'est le tribunal
semble laisser ce genre de comportement euh, des défendeurs, tandis que les cours, comme, ont pas de patience pour ça, et puis ça bouge plus vite. Euh, alors, surtout pour les dossiers en droit de la personne qui ont des réparations systémiques post l'affaire de soutien, euh, euh, il y a une grosse réticence au tribunal. Et puis, c'est comme presque un pendulum swing ils veulent vraiment bloquer les gros dossiers. J'ajouterais, nous, l'amende dans notre dossier, là, elle nous répète à plusieurs reprises, là, puis elle a mentionné où c'est ce que ça veut dire dans sa décision. Euh, Commission, commission, Royal Commission? En fait, ce que je dis, c'est ben, vous êtes allé à la Cour suprême avec le même dossier et vous avez une décision de la Cour suprême, puis nous, on est encore à ce stade-ci, on n'a pas de décision sur la réparation. Donc, elle le soulève, là, que ça prend beaucoup de temps, mais j'ai l'impression qu'ils n'agissent pas nécessairement au bon endroit, c'est-à-dire d'essayer de contenir des gros dossiers. Versus peut-être accepter des arguments répétitifs qui sont rencontrés. C'est que le Canada maintient malgré qu'ils ont reçu des refus dans d'autres dossiers. Donc, c'est. Ouais. Maître Boutin, je voulais juste dire que je pensais que vous alliez dire que elle, elle dit souvent que ce n'est pas une occasion pour, ou comme une commission royale, que nous autres, on Mhm. entend ça à tout bout de champ derrière moi. Alors, c'est pour ça que je vous ai interrompu, je m'excuse. Non, non, il n'y a pas de problème. Effectivement, il peut y avoir des, des, des éléments qui ressemblent à ça aussi qu'elle mentionne. Bon, je sais que nos invités ont d'autres engagements dès 13 heures, donc juste de la part du Centre de droit de la personne, je tenais d'abord à remercier Lauren qui a modéré le panel, mais aussi nos trois invités. Je me sentais comme j'étais dans les coulisses, dans les dossiers, donc je suis vraiment reconnaissante de votre temps parce que je sais que votre temps est précieux, vous n'avez pas beaucoup de temps et beaucoup d'engagement. Mais aussi votre générosité envers ces dossiers, mais envers le centre, d'être venu nous parler euh, et de partager ces perspectives là, qu'on ne peut pas obtenir en lisant la jurisprudence. Donc, un gros merci d'être venu et continuez le bon travail. Je pense qu'il va y avoir encore plus de personnes qui vont suivre votre travail et vous appuyer dans vos démarches. Donc, félicitations, continuez et tenez bon. Merci beaucoup. Bonne Merci continuation. Bon beaucoup. courage. Merci. Merci, bon après-midi. Bye bye. Bye.